sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le vendredi 14 juillet et ce matin, nous allons nous intéresser à cette question, comment devenir rentier avec de l'immobilier? Alors ça fait rêver et pour répondre à cette question, je reçois dans un instant Vincent Noré qui est broker en immobilier et qui nous aidera à y voir un petit peu plus clair. Et puis en seconde partie, nous partons en voyage au Panama avec Virginie Coletti qui gère un réceptif de voyage sur place au Panama. C'est l'une des filiales de l'agence de voyage Contact Tour basée en Floride. Et forcément, elle nous dressera un beau portrait de cette destination. Ne manquez pas, donc ce sera en seconde partie. Juste avant, c'est la publicité. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, comment être rentier avec l'immobilier? C'est la question du jour. Et pour y répondre, Vincent Noré. Bonjour Vincent. Bonjour Grégory, merci de me recevoir. Je vous en prie, donc vous êtes broker en immobilier et vous allez nous aider à devenir rentier avec de l'immobilier. Donc déjà on aurait tendance à croire, il y a une mauvaise image, on aurait tendance à croire qu'il faut acheter des condos, des maisons, tout ça, et finalement, pas du tout. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. La plupart des gens, quand on arrive, on veut acheter des condos, des maisons dans lesquelles on se sentirait à l'aise. Donc, on va acheter par exemple des condominiums dans des endroits qui nous plaisent, près de la plage, des choses comme ça. Mais finalement, tous ces condos qui sont vendus assez cher ont un rapport de rentabilité très peu élevé. Donc, c'est comme du 2-3%. Donc 2-3%, si vous empruntez 80% à 5%, vous serez dans le rouge toujours. Donc souvent les gens achètent en pensant qu'ils vont faire un investissement dans le sens où d'ici 4-5 ans ça va doubler. Donc ils espèrent que c'est de la spéculation pure, ils espèrent que sur la plus-value. Donc ça c'est pas un investissement. Mais ça risque. C'est un peu à risque. Voilà. C'est que la spéculation. C'est pas un Donc ça c'est une erreur. Il ne faut pas acheter des condos, des maisons pour penser
devenir rentier grâce à ça. Voilà, rentier, ça veut dire que tous les mois, ça tombe. Ouais. Si vous êtes ici ou si vous êtes dans votre bateau dans les Bahamas, J'aimerais bien. ça va tomber à la fin du mois. Donc, Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour justement que ça tombe comme ça? Dans quoi il faut se diriger? la meilleure façon, la façon la plus intelligente d'investir son argent, c'est d'investir dans des immeubles à rapport immobilier où il y a des loyers, où vous percevez les loyers. Alors des immeubles, c'est à rapport locatif, c'est À ça? rapport locatif. Et qu'est-ce qui est différent avec un condo? Alors la différence avec un condo, c'est que dans un condo, vous avez une association du condominium. Ah oui. Donc tous les propriétaires de chaque condo sont Dépendant finalement de cette association? sont mis d'accord pour mettre en place une association, et cette association, c'est elle qui a les commandes. Ouais. Donc quand vous êtes propriétaire d'un condo, si jamais ils décident de refaire le toit, ça pas va le vous choix. coûter 2000 $ de plus par mois, par exemple. Si jamais ils décident de refaire l'ascenseur ou de refaire le premier étage, les portes, etc. En plus, ils vont décider eux-mêmes quelle personne, quelle vendors, Les agents qui les s'occupent, artisans qui vont faire les travaux. Ah oui. Donc souvent, très souvent, c'est plus cher que la normale, et les délais sont complètement dépassés. Au lieu de mettre 1 mois, ça va mettre 6 mois. Donc vous êtes dans les travaux, dans le building avec les marteaux-piqueurs parce qu'ils ont mis 1 personne au lieu de mettre 5 personnes. Et finalement, ça devient un cauchemar parce que votre investissement, le locataire ne veut plus rester dans l'appartement. Donc il veut partir, vous en prenez un autre, il faut l'autorisation de l'association, qui au lieu de mettre une journée, ça va mettre des fois 3 semaines. 1 mois. Voilà. Donc le locataire, souvent c'est dernière minute, c'est souvent comme ça qu'on a les meilleures locations. Donc ça nous détruit un peu tout le travail qu'on pourrait faire en amont pour avoir un bon rendement sur l'achat qu'on a fait. Donc finalement, le condo on oublie, on se dirige vers ces immeubles à rapport locatif. Voilà. On les trouve où? Il y a des critères à respecter avant d'acheter cet immeuble? Oui, parfaitement. Donc, je dirais les 3 principaux critères pour acheter un immeuble locatif comme ça, c'est de bien connaître le marché dans l'endroit où vous achetez votre immeuble, c'est-à-dire est-ce que ce sont des gens qui sont en famille, en couple, famille de 2, donc ils vont vouloir des 2 chambres, 3 chambres ou des studios. Les loyers, qu'est-ce qu'ils peuvent... les salaires qu'ils ont en moyenne par habitant, je dirais, par famille, s'ils peuvent payer 1 500 $ ou s'ils peuvent payer 3 500 $ par mois. Et puis ensuite, regardez, faire une étude de marché sur qu'est-ce qui est en demande, c'est-à-dire l'immobilier qui se loue à la vitesse à laquelle il se loue. D'accord. Voilà. Donc il y a une corrélation entre le prix, le montant, le type, est-ce que c'est des one bedroom, 2 bedroom, des studios, et la vitesse que ça se loue. Le deuxième point, c'est d'acheter un immeuble en pensant que vous l'achetez, mais il va falloir rajouter de la valeur à cet immeuble. Donc faire des travaux. Faire des travaux, par exemple, vous achetez un immeuble qui appartient à une famille depuis 20 ans, la personne est décédée, depuis les 5 dernières années, ils ne prennent pas très soin ils prennent pas soin du tout de l'immeuble, et les agents qui managent l'immeuble, je dirais ils en profitent au maximum, ils n'ont personne derrière. Donc là, si vous achetez cet immeuble, il y a de grandes chances pour qu'il soit rempli à 80% dans l'année, au lieu de 97%, qu'il y ait un paquet de choses à changer. Et le loyer pourrait augmenter de 10% par exemple, c'est 10% en dessous du marché. Donc dans ces cas-là, vous savez le jour où vous achetez, pourquoi vous l'achetez, et parce qu'il y a une valeur à ajouter, vous allez pouvoir exploiter immédiatement. Le troisième point... Il faut calculer les rendements. Voilà. Vous achetez vous achetez un immeuble comme ça pour avoir des rendements locatifs, donc il faut les calculer, il faut savoir où vous allez, avec quoi. Combien ça peut rapporter. Voilà. Et on se base comment justement pour le savoir? Vous utilisez des softwares pour ça, mais ça va dépendre du dépôt que vous allez mettre, donc c'est le cash que vous mettez, l'argent que vous empruntez, à quel pourcentage, sur combien de temps, et les remboursements, donc tous les mois de ce crédit. Et après, vous avez donc les dépenses, les rentrées, donc vous allez avoir les rentrées, ce sont les loyers, à combien vous pouvez les augmenter. Si vous faites des travaux, combien de temps ça va durer, combien de temps ça va être vide. Donc il y a tout ça à calculer pour être sûr que quand vous signez pour l'achat,
tout est organisé, préorganisé, Ouais. et vous savez que vous allez avoir très rapidement un retour de 10-12%, ouais, ou- 10-14% par mois. Et justement, maintenant, on va parler donc, on a cet immeuble, on l'a trouvé, ce bien rare, on a notre immeuble Il locatif. faut le chercher, mais Donc, oui. du moment où on l'a acheté, comment on calcule les revenus? Comment on peut récupérer ces revenus? Donc les revenus, donc ce sont les loyers. Par exemple, vous avez un petit immeuble de 25 unités, vous avez les loyers, vous avez peut-être dans la facilité des endroits qui pourraient être sous-loués pour du storage. Ouais. Vous avez l'endroit où il y a les machines à laver, par exemple, avec les machines à sous. Donc maintenant, c'est plutôt avec des cartes et puis sur Internet. Ouais. Donc il y a tous les revenus de cet immeuble qu'on doit gérer comme si on gérait une petite entreprise. Donc vous avez, encore une fois, les dépenses et les recettes et les dépenses. Et la valeur, justement, d'un bien immobilier comme un petit building est basée sur le net operating income, on appelle ça. Donc c'est-à-dire qui correspond à l'argent que vous récupérez net. Ouais, ok. Et c'est divisé par un coefficient qu'on appelle le cap rate, qui est propre au quartier. Donc plus vous diminuez les dépenses et vous augmentez les recettes, plus le building va prendre de la valeur. Ouais. Donc très facilement, vous pouvez faire augmenter la valeur de votre propre building sans dépendre des voisins au prix qu'ils ont vendu leur appartement, comme vous dépendriez si vous aviez acheté des condos. Et comment justement? En améliorant, c'est ça, en faisant quelques Voilà. travaux ou... En diminuant les frais, par exemple, il y a diminuant les frais en augmentant le taux de remplissage De l'immeuble? de l'immeuble. Donc chaque appartement, quand le locataire doit partir, vous anticipez et vous demandez au locataire de partir, mettons, 3-4 jours avant pour avoir, en échange de son dépôt, par exemple, immédiat. Et pendant ces 4 jours, vous faites les rénovations et vous commencez le premier du mois suivant. Vous avez déjà trouvé la personne qui va louer. Donc là, du coup, le remplissage, il est 100%. Rien que là, souvent, vous gagnez 20% sur la valeur de l'immeuble dans l'année. Ah ouais. Dans l'année. Donc sur 3 ans, au bout de 3 ans, grosso modo, vous pouvez pratiquement retirer le capital que vous avez mis au départ. Donc au bout de 3 à 5 ans, vous vous retrouvez avec un immeuble où vous avez retiré votre argent et vous touchez toujours une partie du cash, des loyers que vous percevez qui sont nets. Donc là, c'est plus un seul bateau aux Bahamas, on peut en avoir même 2 ou 3 à ce niveau-là. Là, du coup, on y prend goût, donc on Donc, veut racheter un autre building et on se crée un patrimoine immobilier de cette façon-là. Et donc toujours, voilà, faut mettre en avant les immeubles locatifs. Et on oublie les condos, on oublie les maisons. Voilà, parce que Ça, on l'aura compris. le condominium, déjà pour vendre, il va falloir l'autorisation. Ouais. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Ils vont estimer le prix de votre condo. Si vous avez un acheteur qui passe par une banque, la banque va faire estimer le prix du condo. Et la façon dont ils estiment le prix des condos, c'est ils vont voir par exemple les 5 dernières ventes dans l'année. Donc ça suit vraiment le cours du marché. Donc c'est complètement, même si vous avez refait la cuisine à neuf, la salle de bain, ça ne compte pas. Donc c'est le piège à éviter. L'argent investi ne va pas avoir de retour. Ouais. Alors qu'un petit immeuble, vous On va mettre investissez en avant les travaux. voilà, continuellement. Du coup, vous allez pouvoir louer plus cher, plus vite. Et un des critères, c'est de louer très vite. Donc quand vous louez très vite et un petit peu plus cher parce que vous avez une salle de bain et une cuisine qui est tout équipée, magnifique, etc., etc., à ce moment-là, votre recette va augmenter, donc la valeur va augmenter directement sur votre building. C'est bon à savoir. Si justement on a des questions par rapport à comment devenir rentier dans l'immobilier, Voilà. vous avez bien dégrossi le sujet, mais forcément on peut faire appel à vous. On Bien peut vous sûr. contacter comment, Vincent? Vous pouvez me contacter en m'appelant directement sur mon téléphone, 305 300 06 88, Ou par mail également? ou par email, c'est vincentnoret@gmail.com. Et vous nous donnerez toutes les clés pour devenir rentier Oui. et avoir Oui. ce fameux bateau et partir vivre aux Bahamas. Voilà, c'est ça l'idée en fait. C'est à partir du moment où on a un but en commun. Donc Ouais. on va en profiter avant que vous soyez dans cette condition, pour que vous puissiez nous donner justement les clés avant que vous vous trouviez là-bas vous aussi. Merci beaucoup Vincent d'être venu sur notre plateau Merci Grégory. et bonne continuation pour la suite. Merci bien. Merci. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin et comme promis, nous partons en voyage tout de suite avec Virginie Coletti. Bonjour Virginie. Bonjour Grégory. Alors nous partons en voyage parce que vous Voilà. gérez un réceptif de voyage au Panama. C'est ça. Et c'est une filiale finalement d'une société, voilà, d'une agence tout à de fait. voyage basée ici en Floride qui C'est s'appelle ça. donc Contact Tour. Contact Tour. Donc vous, vous Voilà. êtes installé là-bas depuis 3 ans. Voilà, je suis la manager, je suis l'office manager donc, de Contact Tour au Panama. Et finalement, qu'est-ce qui vous a incité finalement à partir au Panama? Eh bien, tout simplement parce que c'était méconnu. Et en fait, c'est une très très belle découverte. C'est une belle découverte parce que le Panama, sur un tout petit pays, finalement, vous avez le Pacifique, l'Atlantique, la montagne, la jungle, vous avez tout. Et bien sûr, le canal. Et le canal, Le canal de Panama. quand le même fameux, que tout le monde connaît. Donc si on va au Panama, c'est Je également crois pour que voir le c'est canal. voilà, on connaît juste ça et le fameux chapeau. Ça a été compliqué finalement, donc le chapeau, pardon, que l'on peut voir juste ici. Voilà. Ça a été compliqué justement à développer parce que vous le disiez, c'est une destination qui était méconnue. C'est une destination vous êtes qui parti n'est pas là-bas, il y avait connue, tout voilà. à faire. Il y avait... En termes de tourisme ou Alors c'était oui, déjà quand même oui et non, bien... mais il y avait quand même très peu d'agences réceptives, puisqu'en fait le réceptif donc, s'occupe des clients une fois qu'ils sont sur le territoire. C'était assez méconnu et surtout c'était dans l'ombre du Costa Rica. Ouais. Parce que le Costa Rica a quand même une grosse avance sur nous. Et finalement, au Panama, ce sont les mêmes terres, mais on a en plus quelques richesses supplémentaires. On a la ville, Panama City, on a l'histoire, et puis on a le canal qui est quand même une œuvre majeure qu'il faut visiter. Donc il y a des plus par rapport au Il y a des gros plus. Costa Rica. Ouais, il y a des gros plus, il y a toutes les communautés indigènes qui sont exceptionnelles. Quand on passe la journée là-bas, en fait, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émissions parce que c'est fabuleux. Justement, faites-nous un petit peu envie. Quels sont vraiment les spots à ne pas manquer au Panama? Quand on organise un voyage au Panama, où est-ce qu'il faut aller en priorité? Alors, il y a beaucoup de choses. Bon, tout dépend si on reste une semaine, 15 jours, si on loue une voiture et on veut faire le tour du Panama. Il y a tellement de choses à voir. Bon, il y a quand même certaines choses. La ville, Panama City, avec le canal. Ouais. Il faut quand même visiter les écluses de Miraflores. Donc la ville est intéressante parce que c'est vrai que la ville, oui, elle est intéressante parce que c'est une ville qui s'est développée en 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait absolument rien.
Aujourd'hui, c'est le petit Dubaï en fait, de l'Amérique du Sud. D'accord. Vous avez la skyline qui est assez exceptionnelle, qui est 2 fois plus importante que celle de Miami. Vous avez donc les fameuses écluses à visiter. Et puis il y a les îles tout autour qui font rêver, les fameuses îles cartes postales, où beaucoup de pubs sont tournées là-bas. L'eau turquoise, le sable blanc. Ah bah exceptionnel. L'île déserte. On peut d'ailleurs y passer une nuit ou 2. Je conseille une nuit parce qu'après on est quand même content de rentrer à l'hôtel, de prendre une bonne douche, parce qu'il n'y a vraiment rien. C'est très rustique. Ah c'est ça, c'est Robinson Crusoe. Mais je crois que c'est à faire, c'est vraiment exceptionnel. Donc il y a des belles îles, il y a la ville à visiter. Il y a des belles îles, il y a voilà. Vous le disiez, finalement, on est quand même sur un pays où on peut avoir tous les styles de vacances, que ce soit une randonnée, une randonnée dans la montagne, exactement, la si vous êtes sur la plage. Si vous êtes aventurier, vous êtes sportif, si vous avez envie de lézarder, si vous aimez l'histoire, il y a vraiment tout pour tout le monde, que ce soit les familles, les groupes, même des professionnels. J'ai régulièrement des groupes d'architectes. Oui. Parce que justement, on a la ville moderne d'un côté, on a la vieille ville avec Casco Viejo, ils sont justement en train de tout rénover. C'est sympa. Donc beaucoup de culture, beaucoup d'histoire également. Beaucoup de culture, puisque Christophe Colomb est arrivé là-bas. C'est lui qui a baptisé un petit port de pêche qui s'appelle Portobello, donc il y a toute une empreinte hispanique. Vous avez l'ancienne route des chercheurs d'or qui passait par là, et puis toute l'histoire du canal. Ouais. L'histoire du canal qui est assez exceptionnelle. Voilà. Donc vraiment beaucoup de choses à faire. Et par rapport aux indigènes également, il y a quand même une belle harmonie. On peut oui, quand même alors partir dans des terres un peu reculées. Ça, c'est vraiment, c'est toujours des très beaux moments que les groupes aiment beaucoup. Vous avez 7 communautés indigènes au Panama qui sont en autonomie plus ou moins. Donc en fait, le gouvernement ne les aide pas du tout. Donc ils vivent vraiment dans leur tradition, vraiment dans leur culture. Et quand on y va, on a l'impression d'être complètement dans un autre monde. Ouais. En fait, il faut prendre le 4x4 pendant 1h30. On repart en pirogue avec eux, ils viennent nous chercher, donc ils sont en costume traditionnel. Ils viennent nous chercher, on remonte la rivière Chagresse et on se retrouve dans un tout petit village où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de parabole, où il n'y a pas d'électricité, enfin rien du tout. On est accueillis avec des chants, des danses. Vous avez le chaman qui vient vous expliquer un petit peu de quelle façon ils se soignent. Donc en fait, on va dans leur jardin botanique, ils vous montrent vraiment toutes les plantes. Ils arrivent à soigner le diabète, ils arrivent à soigner les problèmes de cœur. Enfin bon, c'est incroyable. Et puis vous avez l'école. Vous avez quand même l'école. Et les enfants sont en uniforme. Alors ça, c'est très marrant parce qu'ils sont habillés, mais ils sortent de l'école, hop, ils remettent les pagnes et puis ils enlèvent les chaussures et ils c'est un grand moment de partage, c'est beaucoup d'émotions à mon avis. C'est un moment de partage, oui, parce qu'en fait, ils vous expliquent un petit peu leur vie, la façon dont ils vivent. Ils vous montrent comment ils cuisinent, donc vous cuisinez avec eux. Ils se font beaucoup de tatouages, donc ils peuvent vous faire des tatouages, vous dansez avec eux, voilà. Donc un grand moment d'émotion, beaucoup de choses à faire. C'est toujours des très très belles journées. Au Panama, combien de temps il faut réserver pour le Panama? Combien de temps il faut partir pour vraiment en profiter? Honnêtement, l'idéal, une dizaine de jours. Et en voiture, tout se pratique? Oui, tout à fait. Vous avez aussi les bus, tous les bus de village qu'on appelle les Diablo Rojo, qui sont en fait des anciens bus d'école des États-Unis, qui sont rachetés par les Panaméens, qui sont colorés. Ah oui. Donc c'est des bus jaunes qui deviennent rouges? Au départ, ils devenaient rouges, mais maintenant, chacun y met sa patte. Et puis, en fait, c'est des œuvres artistiques sur roue. Donc, c'est aussi à découvrir. Donc, il faut une dizaine de jours pour bien profiter. Il faut une dizaine de jours, il faut bien 3-4 jours pour visiter Panama. Il y a la vieille ville, donc les écluses. Et puis après, il faut partir un petit peu dans la montagne, dans la jungle. Dans la jungle, vous avez un endroit qui est vraiment sympa, qui s'appelle Jungle Land. Vous naviguez sur le canal. Donc là, on vous explique un petit peu la façon dont le canal a été créé. Vous allez ensuite à l'île aux singes. Donc vous avez les singes qui descendent, vous leur donnez à manger. Et puis après, vous partez. Vous partez complètement dans la mangrove, vous partez assez loin. Il y a bien une demi-heure, 3/4 d'heure de navigation. Et vous arrivez sur une clairière, dans un endroit exceptionnel, et un lodge flottant qui a été créé par un Canadien-Américain. Ah oui. Ouais. Et là, vous mangez. Lodge flottant, c'est un lodge flottant. En fait, il est là depuis 13 ans. Il avait fait une espèce de bicoque sur l'eau. Et puis, chaque année, il a grandi. Donc maintenant, on peut y dormir.
Il y a 8 chambres. C'est vraiment super. Donc beaucoup de choses à découvrir encore une nouvelle fois au Panama. Voilà, tout à fait. Au niveau de la devise, on est sur le Balboa qui est. Alors c'est la monnaie, c'est le Balboa. Voilà, indexé sur le dollar américain. Donc, Donc pour ceux qui résident finalement, ceux qui résident aux États-Unis, c'est quand même très agréable, très appréciable. C'est facile, il n'y a pas de taux de change, ça c'est super. On l'a dit, c'est pour tous les budgets également? Honnêtement, oui, c'est pour tous les budgets. Vous avez toutes les chaînes américaines, toutes les chaînes d'hôtels, toutes les grandes chaînes internationales. Vous avez des bed and breakfast. Vous avez aussi beaucoup de chambres d'hôtes. Beaucoup de francophones se sont installés justement pour changer de vie. Et en fait, ils ont créé des chambres d'hôtes pour recevoir et puis expliquer un petit peu la région dans laquelle ils sont. Donc en fait, si vous voulez faire tout le Panama, vous aurez toujours des francophones qui vont vous accueillir. Donc on peut se faire aider, ça peut rassurer si on ne parle pas l'espagnol, que finalement on ne parle pas la langue du pays, donc ça peut être un peu rassurant. Non, aucun problème. Aucun problème, les Panaméens sont très gentils, ils vous aident énormément, ils sont toujours contents de vous accueillir, d'expliquer leur pays. Donc, Et en 3 ans, parce que ça fait 3 ans que vous y êtes installé. Ça fait 3 ans. En 3 ans, quelle a été vraiment l'évolution de votre réceptif de voyage? Alors au départ, on avait juste des individuels qui nous connaissaient par l'intermédiaire d'amis, etc. Et puis au fur et à mesure, maintenant, on a de plus en plus de groupes d'architectes parce qu'ils aiment découvrir un petit peu toutes ces nouveautés. On a quand même des édifices qui sont assez incroyables. Il y a la vieille ville, donc la rénovation, donc ils aiment faire un petit peu le comparatif entre tout ça. On a beaucoup de groupes des sociétés en fait qui envoient leurs meilleurs clients, vous savez, les cadeaux de fin d'année, etc. Donc on a pas mal de groupes comme ça. Et pour eux, donc on leur dit Panama, c'est pas super glamour, mais en fait quand ils repartent, ils me disent tous que c'est une très belle surprise. C'est pas glamour? Panama, comme ça, c'est pas glamour. On entend parler du Panama avec quoi? Avec Panama Papers, avec plein de choses. Et en fait, pas du tout. C'est l'Amérique centrale. Ouais, non, et puis surtout, on connaît quoi? On connaît le Costa Rica. Malheureusement, c'est ce que j'ai bien compris que le Costa Rica, il y avait, il y a un petit peu d'animosité avec le Costa Rica. Non, en fait, ils sont plus forts que nous au niveau marketing. Voilà. Ah, mais ça va arriver, ça va se développer. C'est ça. Il y a des projets pour la suite de l'agence? Oui, parce que maintenant, ce qu'on voudrait faire, on fait de plus en plus de voyages à thème. En fait, il y a beaucoup de kitesurf, il y a beaucoup de plongée, il y a des spots de plongée qui sont assez incroyables. Vous avez Coiba. À Coiba, les fonds marins sont comme ceux des Galapagos. Ah ouais. Donc, pour ceux qui aiment plonger, c'est des endroits vraiment beaux. Vous avez les îles de l'archipel de Bocas del Toro. C'est pareil, pour plonger, c'est fabuleux. Donc, on fait comme ça des voyages à thème. On a des groupes de plongeurs qui viennent. L'avantage pour eux, en un seul pays, ils plongent dans le Pacifique, ils plongent dans l'Atlantique. Ah, ça c'est génial. Ouais. Donc beaucoup d'avantages pour le Panama, de belles plages, des montagnes, de belles randonnées, de la culture, de l'histoire, des choses à visiter. Vous avez le volcan Barou qu'on peut grimper sur 24 heures. Il faut 12 heures pour monter, 12 heures pour descendre. Voilà. Donc beaucoup de choses à faire. Si nos téléspectateurs sont intéressés pour partir découvrir le Panama et être épaulé par vos services. Je les reçois. Voilà, vous êtes le réceptif sur place. Je viens à l'aéroport et je m'en occupe. Comment ça se passe? On vous contacte On me contacte, voilà, soit par Internet, soit par même un petit WhatsApp. Et puis on donc le site Internet, c'est donc là, c'est Contactour, contactour.com. Donc il y a une page spéciale Panama. Et puis sinon par email. Et puis moi, j'envoie des programmes en fait. L'email par exemple, c'est Alors virginie2261@gmail.com. Donc on peut vous envoyer des infos, commencer à discuter avec vous pour s'enseigner, Tout à fait, savoir un petit peu comment ça se passe. Ce qu'on aime, combien de temps on peut venir, ce qu'on a envie de voir. Si on est plus féru d'histoire, plutôt aventure. Et vous concoctez un petit programme sur mesure pour chaque client. Voilà. Merci beaucoup Virginie de nous avoir fait envie. Comme vous avez été super sympa. Est-ce que j'ai été sympa? Ouais, top. C'est vrai, donc je vous offre le chapeau de Panama. Je vous remercie et je vais devoir partir. Je ne vais pas le mettre parce que je vais avoir la ridicule, je pense. Non, je crois pas. Mais et puis je me fais voilà. Non, parfait. Est-ce que ça va? C'est impeccable. Et du coup, ça nous donne envie de partir au Panama. J'ai hâte d'y aller et forcément, je passerai par Contact Tour. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation pour la suite au Panama. Et vous, ne bougez pas, j'enlève le chapeau et on se retrouve juste après ça.
Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants, du magasinage, des loisirs, des hôtels et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple, voyagez, économisez, souriez! Et voilà, le temps de quitter le chapeau du Panama, je vous laisse. Donc on se retrouve lundi pour une nouvelle émission de Rendez-vous Matin. C'est donc fini pour aujourd'hui. Vous le savez, une émission à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et puis n'hésitez pas à nous contacter par mail également, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi 9h. Très bon week-end. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin,